Emmanuel Macron ne veut pas céder devant le peuple. Et pourtant, elle va devoir céder. Mitterrand, il a dû reculer sur la loi sur l'école. Chirac a dû reculer sur des lois. Si à un moment on veut que la NUPES soit en capacité de gouverner, il faut qu'on ait un programme sérieux. 2022, la moitié des jeunes qui ont été votés ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. La Macronie est entièrement responsable du fait qu'il y ait 88 députés RN. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand entretien. Aujourd'hui, je suis avec Jules. Bonjour. Et on reçoit Mathilde Panot. Mathilde Panot, bonjour. Merci à vous. Mathilde Panot, vous êtes députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne. Vous avez été élue en 2017, réélue en 2022. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Je vais commencer avec une première question. Est-ce que la violence aujourd'hui, qu'elle soit du côté de la police, qu'elle soit du côté des manifestants, elle est nécessaire pour maintenir l'ordre ou pour changer de régime ou faire passer les lois qu'on a envie de faire passer? Non, et d'ailleurs je pense que lorsque vous arrivez à des niveaux de violence tels que ceux qu'on connaît dans le pays en ce moment, c'est que vous êtes face à un échec et une impasse. Nous, et je le redis parce qu'il y a souvent une caricature qui est faite autour du projet de la France Insoumise, nous sommes les partisans d'une révolution citoyenne par les urnes. Nous ne sommes pas d'accord avec une stratégie de violence qui probablement ne mènera à rien, mais nous ne sommes pas d'accord non plus, et c'est ce que nous répondons à ce que fait le gouvernement en ce moment. Nous ne sommes pas d'accord pour que la seule réponse à un mouvement social d'une ampleur inédite, d'ores et déjà 2023 est rentré dans la grande histoire sociale de notre pays. Nous ne sommes pas d'accord à ce qu'à une crise politique, on réponde par la seule réponse de la force. La force sur l'Assemblée nationale, c'est le 49-3. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. La force sur les manifestants, c'est les ordres qui sont donnés à la police qui mettent en danger et les manifestants et les policiers. Les têtes, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Et la force sur les grévistes est donc avec une atteinte très forte sur le droit de grève, qui sont les réquisitions. Voilà quelle est la seule réponse du pouvoir aujourd'hui à une aspiration populaire qui anime quasiment tout un peuple. Quand vous avez des chiffres aussi impressionnants que 93% des actifs ne veulent pas de la retraite à 64 ans, ou 80% des gens ne veulent pas de la retraite à 64 ans, alors c'est quasiment tout un peuple contre un seul homme, et ça pose la question des issues démocratiques pacifiques. Donc pour répondre très clairement à la question, non, je ne crois pas que la violence, quelle que soit la discussion qu'on peut avoir sur une police qui, elle, est armée contre des citoyens qui sont le plus souvent désarmés, je ne crois pas que la violence soit l'issue par laquelle on puisse sortir de l'impasse dans laquelle le président de la République nous a menés. Est-ce que l'impossibilité à envisager la violence comme un moyen d'action, elle vient de la perte de crédibilité qu'engendrerait d'assumer cette possibilité en tant que personnalité politique? Parce que des mouvements politiques de gauche, les trotskistes par exemple, appellent de gauche radicale, d'extrême gauche, appellent à une révolution, y compris peut-être avec de la violence. Est-ce que la classe bourgeoise a tellement martelé l'idée que l'ordre devait être maintenu, le dialogue devait être maintenu et la violence condamnée? Est-ce que c'est ça qui empêche de considérer cette idée de violence comme une possibilité politique? Ou est-ce qu'une stratégie de votre part pourrait consister à ne pas y appeler, tout en espérant que la mobilisation se saisisse de cette envie, que l'envie soit suscitée, naisse d'elle-même, sans que les politiques endossent une responsabilité dans l'appel direct? Je le dis, je ne crois pas à la violence, et y compris lorsque vous avez des manifestations qui se passent de manière violente, alors vous avez tout un tas de gens qui ne peuvent pas, eux, participer à tout ça. Et je vais vous dire ce qui me paraît dangereux dans le moment. Ce qui me paraît dangereux, c'est que vous avez des gens qui ont manifesté par millions, jusqu'à 3,5 millions de personnes si vous prenez les chiffres des syndicats. Vous avez des gens qui ont élu des représentants du peuple il n'y a même pas un an, qui allaient voter contre la réforme des retraites. La Première ministre a dit « le compte n'y était pas » et c'est pour ça qu'on a utilisé le passage en force du 49-3. Vous avez des gens qui font grève. Vous avez des gens qui, par les sondages, expriment un rejet absolument massif contre la retraite à 64 ans. Et que se passe-t-il? Rien. Et si nous échouons dans cette bataille,
ce qui va se passer, c'est que derrière, vous pourrez expliquer aux gens, venez manifester pacifiquement, venez exprimer démocratiquement par les urnes que vous ne voulez pas de tel ou tel projet politique. Que vont répondre les gens? Ça ne sert à rien. Et après, vous avez des puissants qui vont pleurer à chaudes larmes sur l'abstention, alors que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de boucher petit à petit toutes les issues démocratiques, et donc de faire germer dans la tête de plein de gens que finalement, tout ce processus démocratique, puisque la démocratie c'est le conflit, qui normalement permet de régler de manière démocratique le conflit, de permettre pacifier entre guillemets, eh bien en fait ne sert à rien. Et ça c'est très dangereux pour la démocratie. Et moi vraiment j'en suis inquiète. Donc si je dois répondre sur la question que vous posiez, moi je n'irai jamais cracher sur des gens qui ont fait des feux de poubelle, parce que ce n'est pas ça la violence. Je trouve qu'on fait dans le débat médiatique des amalgames entre des violences sur l'intégrité physique des personnes qui pour moi sont inacceptables et des dégradations où à la fin vous avez des députés Renaissance qui vont faire des tweets horrifiés pour expliquer qu'on ait mis 4 autocollants syndicales sur leur tête, sur leur permanence, c'est une violence. Donc moi je tiendrai là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on amalgame tout et n'importe quoi et que finalement à la fin ce soit les manifestants qui sont violents, alors que la violence de voler 2 ans de vie aux gens, c'est une réelle violence aussi. Donc moi je tiens là-dessus, mais je ne crois pas à la stratégie de la violence pour gagner. Je crois à la stratégie du nombre, et quand vous regardez dans les manifestations que les gens n'osent plus ramener leurs gosses parce qu'ils savent que ça va se terminer mal, eh bien je pense que c'est un mauvais signe, y compris pour nous. 53% des gens, dans une étude que j'ai lue dans le Huffington Post hier, disent effectivement qu'ils peuvent avoir peur de se rendre en manifestation pour être victimes de violences ou de débordements. Pourquoi est-ce mais parce que c'est le but de terroriser les gens. C'est le but qu'à la fin, ils n'osent plus venir manifester. Et je vais vous dire, hein, les Gilets jaunes, vous vous en rappelez? Les Gilets jaunes, au moment où il se passe ce qui se passe avec l'Arc de Triomphe, le président cède, met 10 milliards sur la table. Donc en fait, c'est quoi le message que veut envoyer le président aux gens? Soit vous cassez tout, et vous aurez des choses, soit vous exercez des droits démocratiques normaux d'un citoyen. Enfin, si pour Emmanuel Macron, la démocratie, c'est « je suis élu », ou lui-même disait au soir du second tour, lorsqu'il est réélu, « je sais que les Français n'ont pas voté pour moi, pour mon programme, et ce vote m'oblige », ou lui-même disait ça, mais après, hop, pendant 5 ans, on oublie tout. Les citoyens n'ont aucun droit sur rien, ils doivent juste se taire, et il a été élu, il a été réélu, point. Soit la démocratie, c'est pas ça. Et c'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'il existe une démocratie sociale dans ce pays? Est-ce que l'Assemblée a le droit de refuser un texte? En fait, c'est ça la question qui est posée, et c'est une question extrêmement grave. Parce que sinon, effectivement, on va arriver dans une situation où c'est le contraire de la démocratie, ça s'appelle un pur rapport de force. Et le pur rapport de force, ça peut mener au pire aussi. Mais sur la question démocratique, justement, vous l'avez dit, Emmanuel Macron a été élu d'un point de vue démocratique et dans les institutions qui existent. Vous vous inscrivez en tant que député dans ces institutions démocratiques. Comment, dans ce cas-là, on peut considérer que ce n'est pas la démocratie, ou alors c'est le système tel qu'il est aujourd'hui qui n'est pas démocratique, qui est antidémocratique, ou c'est l'exercice de ces outils démocratiques qui les rendent antidémocratiques? Alors il y a plusieurs choses. Même dans le cadre de la Ve République que nous on conteste, donc nous on est les partisans d'une Sixième République, qui n'est pas juste pour changer de numéro, mais qui permet aux citoyens de garder le pouvoir tout le temps et partout. Et je commencerai par ça. Si, comme nous on le souhaite, il y avait eu une constituante, donc avec le peuple qui réécrit sa constitution, donc c'est-à-dire les règles du jeu démocratique, avec ce que nous on propose, un référendum révocatoire qui fait que alors il faut décider, par exemple 10%, 5% des électeurs font une pétition pour demander à ce qu'on revote sur le mandat de quelqu'un, qui peut aller de moi, député, quelqu'un qui est maire, jusqu'au président de la République. Et donc on refait une élection, et donc soit la personne reste, soit la personne s'en va. Ça serait une voie de sortie par le haut, par exemple, pour le moment qu'on vit. Si par exemple les gens essayaient de révoquer le président de la République, révoquer des députés, ça c'est une possibilité de sortir par le haut. De même que si on avait le référendum d'initiative citoyenne que demandaient notamment les Gilets jaunes, qui nous est dans notre programme aussi, qui permet à la fois de proposer des lois, mais aussi de les abroger, là aussi on aurait une possibilité de sortir par le haut. Donc il y a à la fois
évidemment, tout ce qu'on reproche à la Ve République, donc d'avoir une sorte... on a aboli la monarchie, et puis on a quand même une sorte de monarque républicain qui a des pouvoirs extrêmement forts et complètement disproportionnés par rapport à, notamment, une démocratie plus parlementaire, Assemblée et Sénat, et même par rapport aux gens et citoyens et la démocratie sociale dont je parlais, l'intersyndicale qui est mobilisée dans son unité, etc. Donc vous avez à la fois ça sur la Ve République, vous avez quelque chose qui est inédit dans la Ve République quand même, qui est que pour la première fois, vous avez un président de la République qui non seulement ignore l'Assemblée nationale, l'intersyndicale, les manifestations, les grèves, et donc qui pense tenir tout seul contre tout un peuple, ce qui est le problème de la Ve République, mais en plus qui a utilisé l'ensemble des outils antidémocratiques de la Ve République. Par exemple, c'est ce sur quoi le Conseil constitutionnel va devoir se saisir. Ok, le 49.3, c'est constitutionnel. Bon, on n'est pas d'accord avec cet outil-là, qui permet de passer sans vote, mais c'est constitutionnel. Mais est-ce que c'est constitutionnel d'utiliser le 47.1, donc un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale, où normalement on change le budget pour une année à la marge pour passer une réforme de fond, qui limite le temps à l'Assemblée, un 44.3 qui fait un vote bloqué au Sénat, plus un 49.3, est-ce que c'est constitutionnel de faire ça ? Ça, c'est une question. Pourquoi Emmanuel Macron s'entête-t-il ? Dans votre discours, où vous le comparez à l'empereur Caligula, vous écrivez « Il confond la postérité et le ridicule, comme si semer la colère et le dégoût dans le pays avait quelque chose d'original. » Pensez-vous qu'Emmanuel Macron s'entête parce qu'il se voit comme le capitaine qui mène son bateau, sa barque, vers un redressement économique auquel il croit profondément par ses méthodes? Pensez-vous qu'il s'entête parce qu'il pense avoir raison dans la postérité, auprès de la postérité? Pensez-vous qu'il s'entête parce qu'il a les mains liées face à des marchés financiers auxquels il faudrait envoyer des signes positifs dans un pays qui a une dette de 3 000 milliards d'euros? Pourquoi s'entête-t-il? C'est la question. Pourquoi est-ce qu'il s'entête? Dans un dîner en septembre, il aurait dit, d'après la presse, ce qui se joue dans cette affaire des retraites, c'est l'autorité de votre serviteur. Vous avez un président de la République qui, pour des raisons d'ego, de caprice, aussi, alors vous avez raison sur les marchés financiers, on peut avoir des références à ce qui a été dit par la Commission européenne maintes fois, qu'il fallait réformer les systèmes de retraite. Qui a précisé d'ailleurs sur son site internet qu'elle n'imposait pas la réforme des retraites, qu'elle l'encourageait mais ne l'imposait pas. Oui, mais Ils ont fait un démenti en octobre à ce sujet. En tout cas, vous savez que maintenant nos budgets, en tout cas nos projections budgétaires doivent être validées. Donc, vous avez raison sur tout ça, mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Il y a quelque chose qui va sur le fait de ne pas vouloir céder et de ne pas vouloir reculer. C'est pour ça que je parle d'ego ou de caprice de sa part. Parce que vous avez plein de présidents qui ont dû reculer sur des choses. Mitterrand, il a dû reculer sur la loi sur l'école. Chirac a dû reculer sur des lois. Vous avez, et c'est intéressant d'ailleurs dans le moment qui se passe, c'est que moi je dis souvent Macron nous fait honte à l'international parce que les images de répression, elles sont en train de tourner dans le monde entier, avec l'ONU qui condamne l'usage disproportionné de la force, Amnesty International, le Conseil de l'Europe, jusqu'à la Maison-Blanche, ou même, ils n'ont pas de leçons à nous donner, mais c'est quand même pour vous dire, ou même en Iran, ils ont pris la parole pour dire qu'ils condamnaient la manière dont la France... Mais enfin, c'est Emmanuel Macron qui permet ça. Il faut quand même... c'est un jeu politique aussi. Et puis, en même temps, avec un truc qui est magnifique, qui est que le monde regarde la France. Quand vous avez les Italiens qui disent « on regarde le peuple français qui se bat et on espère qu'il va gagner », c'est aussi parce que eux, ça leur permet de regagner des droits. Et les Belges, par exemple, quand on s'est battu contre la réforme de retraite à points, sur laquelle on a gagné, en 2019-2020, les Belges nous ont beaucoup aidés parce qu'on leur avait fait exactement la même réforme quelques années avant et qu'ils avaient réussi à la faire échouer. Et ça nous a aidés dans le combat. Et là, les Belges reviennent nous voir en nous disant « si vous gagnez, cette victoire, ça sera aussi la nôtre, parce qu'elle nous aidera par derrière. » De même qu'au Royaume-Uni, où il y a des manifestations les plus grandes depuis 1979 pour augmentation des salaires là-bas, face à la vie chère,
et où ils disent, là aussi, nous on regarde avec une source d'inspiration extrêmement forte ce que fait le peuple de France. Donc je le dis parce que il est en train de se jouer quelque chose qui vient de plein de choses, mais qui est la première chose, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas céder devant le peuple. Et pourtant, elle va devoir céder. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais Emmanuel Macron a annulé la visite du roi Charles III. Ce devait être la première visite du roi Charles III à l'étranger. Sa venue en France est donc reportée. Emmanuel Macron a annulé sa venue au stade où, à 49 minutes et 3 secondes, tous les gens ont sifflé Emmanuel Macron en criant Emmanuel Macron démission. Démission Macron. Il a annulé sa visite à Toulon sur le service national universel. Et d'ailleurs, ils ont en fait renoncé à le rendre obligatoire, notamment parce que la jeunesse se mobilise de manière très forte. Puis ensuite, il est allé présenter son plan eau. Il a dû y aller en hélicoptère pour pouvoir y aller. Et maintenir les gens à grande distance, on les entendait quand même siffler. 200 manifestants. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter et qu'on doit dire on doit attendre de revenir sur les sujets de sécheresse dans un mois? La réponse est non. Elisabeth Borne, lorsqu'elle se déplace, est elle aussi sifflée par des gens qui lui crient démission à tout va. Et à tous les parlementaires, il leur conseille de ne pas aller faire des marchés, si c'est possible de ne même pas aller faire leurs courses dans les supermarchés, parce que même lorsqu'ils font leurs courses en privé, on les interpelle pour leur dire que, puisque quasi tout le monde est contre cette réforme, on les interpelle pour leur dire mais pourquoi vous êtes en train de faire ça? Donc, en fait, vous avez un président qui veut avoir raison contre tout le monde. Donc vous avez une question d'ego de sa part, l'autorité de son serviteur qui se joue. Vous avez évidemment, je parlais de la Commission européenne, des marchés financiers. C'était d'ailleurs marqué dans le projet de loi finances. Il faut faire la réforme des retraites pour qu'on reste sous le déficit qui est autorisé par l'Union européenne et par les règles qui ont été données dans l'Union européenne, règles que nous contestons sur ces règles budgétaires. Donc c'est tout ça qui est en train de se jouer. Mais à un moment, ils ne vont pas rester confinés pendant des mois et des mois. Et donc, à un moment, ils vont juste devoir céder. Vous êtes à l'origine, les filles de la création de la NUPES, de rassembler les partis de gauche. Je voulais savoir où est-ce que vous vous positionnez, vous, aujourd'hui, à la LFI. On a tendance à considérer que c'est l'extrême gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme la nouvelle gauche, celle qui remplace le PS, ou est-ce que vous vous considérez encore à l'extrême gauche? Alors, on ne s'est jamais considéré comme l'extrême gauche, et puis on dit souvent aux ministres qui pensent qu'ils nous insultent en nous appelant comme ça, qu'il y a une extrême gauche dans ce pays et qu'il faut la respecter. Il y a des partis qui se réclament d'extrême gauche. C'est pas notre cas. Nous, on a fait une analyse de la présidentielle et c'est ça qui a mené à la NUPES. Au départ, c'est une analyse stratégique de la situation. Dans l'élection présidentielle, vous avez 3 blocs qui ont commencé à se dessiner. Vous avez le bloc d'extrême libéralisme, le bloc d'Emmanuel Macron, qui est arrivé au second tour et qui a été réélu puisque face à l'extrême droite. C'est le choix qu'ils ont fait. C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de jouer un jeu assez dangereux avec l'extrême droite que joue M. Darmanin en ce moment, et qui est la pièce principale de leur stratégie du moment, en quelque sorte, nous diaboliser la NUPES et dédiaboliser le RN. Vous avez le bloc d'extrême droite qui s'est en quelque sorte recomposé à la fois avec la candidature de Zemmour, et puis on voit bien que ce qui se passe en ce moment, c'est que les Républicains vont potentiellement exploser parce qu'ils n'ont pas tellement d'espace dans la recomposition entre les deux, donc ils sont en train de... Marine Le Pen essaye de faire ce que nous on a fait avec notre bloc à nous, c'est-à-dire de prendre la main sur une partie des LR et de les diviser comme ça et de créer son bloc qui serait un bloc où finalement l'extrême droite est surbanalisée, complètement normale, aucun souci. Et puis nous, il y avait Jean-Luc Mélenchon avec ses 8 millions de voix et puis les autres candidatures de gauche ou écologistes qui, eux, étaient en dessous des 5%, à 5 ou en dessous des 5%. Donc nous, on a fait le choix, mais qui est une analyse stratégique de la situation, de dire on a besoin d'unifier le bloc populaire. Mais ce n'est pas unifier le bloc populaire en rognant ce qu'on a dit pendant des années.
La première chose, c'est que on ne fait pas une alliance électorale ou une alliance entre des partis ou des mouvements s'il n'y a pas de la clarté dans certaines choses. Et l'élection présidentielle, le vote des gens, a permis de trancher que cette unité du bloc populaire, elle devait se faire dans la rupture. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important. C'est pas on s'unit en disant bon bah les désaccords on les cache sous le tapis et puis vous avez à boire et à manger dedans. Non, c'est d'abord une alliance électorale qu'on a faite avec un programme de gouvernement qui compte 450 mesures. Je le dis parce que dans les débats au départ qu'on a eu avec les différentes forces politiques, il y avait une petite tentation de dire bon bah on va faire 15 points communs et puis ça sera ça. On a dit non, en fait ça c'est pas sérieux. Si à un moment on veut que la NUPES soit en capacité de gouverner, il faut qu'on ait un programme sérieux. Et votre question, du coup, en racontant ça, j'ai oublié, excusez-moi, c'était où est-ce que vous positionnez est-ce que Nous, la France Insoumise dans la NUPES. Exactement. Est-ce que la LFI va devenir la NUPES? Est-ce que, justement, je vous posais la question par rapport à la gauche, comment vous positionnez par rapport à la gauche? Parce que c'est intéressant, vous avez dit le bloc d'extrême libéralisme, extrême droite, mais vous êtes le bloc populaire et vous n'êtes pas l'extrême gauche, donc c'est pour ça que je faisais cette question aussi. Ouais, nos intérêts ne sont pas distants du peuple et justement, à partir du moment où on estime qu'il y a un intérêt général humain, c'est aussi vers ça qu'on essaye de tendre. Mais sur la question de la gauche, le mot gauche n'a pas été utilisé pendant des années, et moi-même, je vous avoue que je suis d'une génération qui a du mal à l'utiliser, tout simplement parce qu'on a tous vécu François Hollande. Et que pour François Hollande, pour plein de gens, François Hollande, que ça soit la déchéance de nationalité, la loi El Khomri ou je ne sais quoi, c'est en fait le fait de dire bon qu'on vote à droite, à gauche, de toute façon ça change rien. À la fin, notre vie ne s'améliore pas, voire elle continue de se dégrader à chaque fois. Donc nous, dans le programme commun de gouvernement de la NUPES, il y a aussi, et d'ailleurs le Parti Socialiste l'a dit très clairement par différentes voix, il y a aussi une rupture avec ce bilan-là. Et donc, le bloc populaire, c'est aussi l'idée que nous, on porte depuis 2017, qui est de dire on ne range pas les gens dans des étiquettes. On parle à l'intelligence des gens. On essaye de convaincre les gens. On porte des arguments. Normalement, c'est ça une campagne électorale. Et c'était intéressant parce qu'à partir du moment où on a dit fédérer le peuple en 2017, moi, j'ai vu à Ivry-sur-Seine, j'ai vu des militants arriver nous expliquant moi, j'ai cru toute ma vie que j'étais de droite parce que je suis socialisée dans une famille de droite. Donc, pour moi, je votais à droite, voilà. Et puis, j'ai commencé à écouter Jean-Luc Mélenchon et en fait, je suis d'accord avec ses idées. Bon, à l'inverse, il y a aussi des personnes qui ont quitté Jean-Luc Mélenchon ou les obédiences de LFI et qui sont passées à droite ou à l'extrême droite. C'est assez rare, mais ça a été bien... Non, moi, on a des exemples des personnes qu'on connaît qui sont... et qui le revendiquent d'ailleurs, des personnalités d'extrême droite sur les réseaux sociaux, etc., qui disent à une époque je votais la France Insoumise ou Jean-Luc Mélenchon et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il y avait telle ou telle chose qui, moi, me paraissait illusoire ou complètement ahuri. Alors beaucoup sur les questions d'immigration, etc., qui sont des traits de l'extrême droite, mais il y a aussi cette dynamique inverse, peut-être plus modeste, mais ça existe. En tout cas, la dynamique de 2017 et 2022, c'est d'avoir à la fois tiré plein de gens de l'abstention avec des gens, et notamment des jeunes qui s'intéressent à la politique. 2022, la moitié des jeunes qui ont été votés ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Le président du Mexique, il disait « la France a un bel avenir devant soi ». Ça dit quand même quelque chose de dynamique. Et puis oui, après, on assume une clarté sur le programme, ce que je disais. C'est important d'avoir une clarté sur le programme qu'on défend. Parce que sinon, effectivement, on se retrouve avec des choses, on se colle des étiquettes. Alors nous, on parle au peuple de gauche, nous, on parle à tout le peuple. Voilà. Et pour nous, c'est important, en fait, parce qu'on pense qu'il y a, sur des grandes questions, que ce soit, je parlais des questions écologiques tout à l'heure, sur les questions sociales, il y a des choses où on crée des transversales qui sont intéressantes. Et alors, j'ai pas regardé sur 2022, mais en 2017, ce qui était intéressant dans le vote Jean-Luc Mélenchon, c'était que c'était le vote le plus transversal sur les questions de classe sociale, entre des cadres et des ouvriers, pour le faire de manière très schématique. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, d'avoir cette transversalité, parce que c'est ce qu'on recherche aussi dans ce que nous, on crée. Et puis, ça fait quand même 9 mois qu'on nous explique toutes les semaines que la NUPES va s'effondrer, que la NUPES ne tiendra jamais, que l'alliance de la carpe et du lapin et je ne sais quoi. Moi, j'observe que la NUPES, elle se renforce plutôt.
Et je pense que la France insoumise, pour le coup, bon, on a la moitié des députés de la NUPES, qui est aussi le résultat de ce qui s'était passé au présidentiel. Et donc, forcément, elle doit avoir un rôle moteur sur les choses. Mais l'idée, c'est pas... moi, je demande pas à ce qu'on gomme l'identité socialiste, on gomme l'identité communiste ou même l'identité insoumise. C'est pas ça. C'est on travaille ensemble et on approfondit des choses. Et plus des textes arrivent, plus on travaille sur des points. On vient d'avoir un texte sur le nucléaire. Alors, on n'a pas voté tout à fait pareil, mais c'était pas si éloigné. C'était pas juste les écologistes et nous. Et qu'est-ce qui vous rassemble? Qu'est-ce que la gauche? Plus que qu'est-ce qui vous rassemble en tant que la NUPES, c'est quoi la gauche? Est-ce qu'il y a des valeurs communes? Ah oui, il y a des valeurs communes. C'est décider qu'on veut une société de l'entraide plutôt que la société où le marché décide de tout, qui est complètement chaotique et où chacun est pour soi. Donc ça, par exemple, c'est un des points qu'on porte tous, quelle que soit notre identité de groupe. À la NUPES, par exemple, on porte l'idée d'une société d'entraide. Entraide qui est d'autant plus nécessaire à l'heure d'un dérèglement écologique comme celui qu'on vit. C'est la question du pouvoir. Enfin, je disais, vous connaissez ça, mais comment est-ce que la droite et la gauche se sont départagées? C'est au moment où on décide est-ce qu'il faut en finir avec la monarchie ou non. Ceux qui se mettent à gauche sont ceux qui veulent en terminer avec la monarchie. Ceux qui se mettent à droite sont ceux qui veulent défendre le roi. C'est Timit, un youtubeur qu'on avait reçu qui a cette distinction entre gauche et droite. On est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on pense meilleure. On est de droite quand on se contente du monde tel qu'il est ou quand on souhaite le faire revenir à un état passé. C'est pas mal comme définition. Mais je redis cet épisode-là parce que, par exemple, une des choses que nous partageons, l'idée de dire que les citoyens doivent pouvoir décider de leur avenir et que ce n'est pas juste on vote une fois tous les 5 ans et puis ciao. Pour nous, c'est une idée qui est très forte. La question de la 6e République, qui se pose de manière d'autant plus importante en ce moment pour savoir comment on arrive à sortir par le haut d'une situation d'impasse, c'est une chose, je pense, qui nous rassemble de manière très forte. Et puis, ensuite, il y en a une dernière. Alors, ça ne sera pas forcément dit pareil par toutes les organisations, mais c'est que le capitalisme est en train de nous mener à un suicide collectif. Enfin, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si on continue avec une organisation capitaliste de l'économie, la question de l'effondrement, d'être dans un effondrement du vivant, c'est la question qui est posée. Enfin, je veux dire, l'espèce humaine, contrairement à ce qu'on a fait croire partout, l'espèce humaine ne peut pas vivre sans le reste des espèces. Et donc, il y a un seul écosystème qui est compatible avec la vie humaine. La question, c'est est-ce qu'on continue dans un mode de production et de consommation qui est un suicide collectif avec des plus riches qui espèrent s'en sortir. Alors, c'est le fondateur de PayPal qui essaye de faire son île artificielle avec quelques millionnaires ou milliardaires. C'est une question essentielle qui est posée à l'espèce humaine. Et franchement, quand vous voyez ce qui se passe en ce moment en Bangladesh, quand vous voyez ce qui s'est passé à Madagascar avec la première famine directement liée au dérèglement climatique, je cite ce que dit l'ONU dessus, où vous avez des mères qui font mâcher des lanières de cuir à leurs gosses pour qu'ils aient l'impression d'avoir des choses dans le ventre. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est posé. Est-ce qu'on continue à laisser les riches détruire notre planète et avec toujours les mêmes qui trinquent en premier, c'est-à-dire les pauvres? Je pense que ça aussi, c'est une chose, parce que alors le dérèglement climatique, ça crée une éco-anxiété chez plein de gens qui est paralysatrice, angoissante, tout ce que vous voulez. C'est aussi l'occasion pour le coup, de changer complètement de modèle de société, parce qu'en fait, on n'a pas le choix aussi. J'ai compris que vous n'aimez pas le terme gauche, mais vous... C'est pas que je l'aime pas, c'est que pour plein de gens, c'est connoté d'une manière qui ne me plaît pas. Mais justement, il y a plein de gens, vous dites quoi à ces jeunes ou ces gens de manière générale qui sont de gauche, qui pensent avoir des valeurs de gauche et qui pourtant, vos envies de changer d'institution, instaurer une 6e République, peuvent s'apparenter à du chaos et avoir peur de ce chaos aussi qui pourrait arriver potentiellement et veulent vivre avec des valeurs de gauche, voter pour des gens qui ont des valeurs de gauche et pourtant ne pas vouloir changer l'ordre tel qu'il est. Je sais pas, moi j'observe que le chaos actuellement, rappelez-vous quand même, c'est drôle, non? Il y a pratiquement 1 an, c'était le premier tour des élections présidentielles. Rappelez-vous des campagnes qui étaient menées. Si Jean-Luc Mélenchon était élu, alors
les prix allaient grimper, le chômage allait exploser, les entreprises allaient arrêter de produire, on se retrouverait dans un chaos indescriptible. Mais excusez-moi, mais ça c'est le monde de Macron, hein. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'arrivent plus à vivre dignement. Enfin, tout le monde se demande comment il va payer à la fois ses factures d'énergie, son loyer, la cantine de ses gosses, la vie chère sur les prix alimentaires qui explosent. Le chaos, c'est Macron quand il produit un pourrissement de la situation au point qu'il y a des manifestations depuis 2 mois et demi dans notre pays. Enfin, donc moi, je veux bien qu'on m'explique que des gens ne veulent pas d'un chaos qui est en fait juste l'organisation de comment est-ce qu'on organise notre vie commune. C'est ça, en fait. La Constitution, qui est par ailleurs alors la Constitution de la Ve République, qui a été produite dans des conditions particulières et qui, pour moi, est complètement datée sur plein de choses, c'est comment on se donne des règles communes. Alors, je ne dis pas que ce que nous, on propose à chaque fois, ça sera... Nous, on propose, c'est simple, la Constituante, parce qu'il faut quand même dédramatiser des choses. Déjà, ça s'est passé dans plein de pays. Et alors, la Constituante, vous allez à votre bureau de vote, comme pour des élections autres, hein. Alors, vous avez la France Insoumise, alors c'est nous. Alors, pas moi, parce que je suis parlementaire, il n'y aura pas de parlementaire dans la Constituante pour pas que ça soit des gens qui écrivent des règles pour leur propre intérêt. Bon. Alors, la France Insoumise, c'est nous. Nous, on dira, nous, on veut le référendum révocatoire, le référendum d'initiative citoyenne. On veut que le droit à l'eau soit inscrit dans la Constitution, que l'IVG soit inscrit dans la Constitution, etc., etc. Bon, on fait un programme, quoi. Alors la droite, ils diront, j'en sais rien, ce qu'ils diront, je ne sais pas trop ce qu'ils défendent sur cette question-là. Si par exemple vous aurez une MoDem qui dira la proportionnelle, ça fait qu'on est plutôt d'accord. La droite qui dira surtout pas, il faut surtout protéger les institutions du peuple parce que sinon c'est trop changeant. Enfin bon, chacun fera son programme et puis après on propose qu'il y ait un dernier bulletin. Le dernier bulletin, c'est le bulletin tirage au sort. Si 10% des gens prennent le bulletin tirage au sort, alors 10% de la constituante sera tirée au sort. Si c'est 50%, ça sera 50%. Si c'est 100%, ça sera 100%. Et puis après, on organise les choses collectivement. Il y a un travail qui est fait. À partir du travail qui est fait avec des droits d'initiative citoyenne où les gens peuvent venir défendre des choses, etc. Bon, on propose une nouvelle constitution. Elle est soumise à référendum. Les gens disent oui, on a une nouvelle constitution. Les gens disent non, bah, on reprend le travail. Et je trouve que justement, c'est une manière non chaotique et justement organisée de sortir de ces points. Et je vais même aller un peu plus loin. Je pense que pendant longtemps, des gens, parce que dans leur vie ça allait plutôt bien, ne voulaient pas voter pour une force qui peut aller vers des choses inconnues. Mais je pense que le nombre de gens qui sont, le nombre de gens qui sont aujourd'hui malheureux dans notre société, que ce n'est pas que financier, ce dont je suis en train de parler. Hein. Ce n'est pas juste l'océan de malheur sur la pauvreté, etc. C'est même de perte de sens de ce qu'on est en train de faire collectivement, de vivre individuellement. Je pense qu'on a une société qui a aujourd'hui envie de penser qu'est-ce qu'on veut faire collectivement dans ce monde-là, quoi. Et ça va faire que s'accentuer parce que le dérèglement climatique n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça va probablement changer. Le chaos, quand vous vous occupez pas du dérèglement climatique, à la fin, vous vous retrouvez... avant la tempête de 99, les pompiers étaient intervenus quasiment immédiatement, on avait rétabli les lignes électriques. Maintenant, de plus en plus, comme on a détruit les services publics, de plus en plus, vous avez une grosse tempête, vous avez une grosse inondation. Pour rétablir les choses, ça met 3 semaines, 1 mois, et puis peut-être encore plus. Enfin, je veux dire, c'est ça là, le chaos dont on est en train de parler. Hein. Aujourd'hui, vous avez su vous imposer comme des figures justement de la gauche, je réemplace ce terme, mais des figures justement majeures de la gauche qui incarnent cette gauche, voire un peu plus extrême gauche. Je reste là-dessus. Mais justement... Ne faites pas comme Darmanin. Non, c'est pas du tout. Pas vous traiter de non, parce que je sais que pour certains, autres que Darmanin, la LFI, ça peut rester aussi l'extrême gauche. C'est pour ça que je dis gauche et extrême gauche. Mais quelle est votre ambition, vous, justement, personnelle, avec cette stature que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles pour la prochaine élection ou pour l'instant vous n'y pensez pas du tout Je pense que déjà on n'est pas du tout dans ça. Honnêtement, quand j'entends quelqu'un comme Marine Le Pen expliquer aux gens, alors elle ne va pas en manif, elle ne se bat pas dans l'hémicycle, et puis expliquer aux gens, on verra ça en 2027, c'est-à-dire dans 4 ans, alors que l'élection présidentielle précédente date d'il y a même pas 1 an.
Moi, pour l'instant, ce n'est pas du tout mon sujet. La question, c'est 2023, est-ce que le peuple français arrive à faire échouer la réforme des retraites et réouvrir un horizon sur des choses qui sont plus heureuses, avec des choses qui peuvent se passer, hein. Je veux dire, une dissolution, c'est possible dans notre pays. Je veux dire... Là, on est entré dans des... Alors, l'ère écologique nous fait rentrer dans des aires d'incertitude, mais on est arrivé là on est à moins d'1 an d'une élection présidentielle et on est déjà dans une crise démocratique et politique immense dans le pays. Donc ça, première chose. Deuxième chose, moi, je n'ai pas d'ambition personnelle pour moi-même. Je veux dire, moi, j'ai commencé en faisant du travail à Grigny, dans un quartier populaire qui est un des quartiers populaires les plus pauvres de France, à faire du porte-à-porte avec des habitants du quartier sur comment on accède aux droits sociaux, comment on accède aux droits de santé, comment on se débarrasse des punaises de lit, ce qui m'a valu en politique moult moqueries avant que des gens viennent me voir en me disant en fait moi aussi j'ai des punaises de lit, je me rends compte que ça pourrit la vie de millions de gens et qu'en fait c'est grave, oui. Et je considère que ça aussi c'est des rôles politiques en fait. Donc moi, ma seule conviction sur moi-même, c'est que je lutterai toute ma vie, quelles que soient les manières que ça prend, parce que je pense que c'est bien... moi j'étais dans l'associatif avant, là je fais de la politique parce que j'ai envie que ça change pour tout le monde. Mais voilà, ça c'est la conviction que j'ai sur moi-même. Et par contre, là où... Ça c'est un de mes objectifs très forts comme présidente d'un groupe parlementaire, c'est que j'ai une fierté énorme à avoir... dans mon groupe parlementaire précédent, mais dans celui-ci encore plus, puisqu'on a multiplié par 5 le nombre de députés, d'avoir démontré dans les faits que tout le monde pouvait faire de la politique. Et moi, ça, c'est vraiment un combat qui me tient très à cœur. Dans mon département, dans le Val-de-Marne, est élue Rachel Keke, s'il vous plaît. Rendez-vous compte, première femme de ménage jamais élue à l'Assemblée nationale, que certains considèrent, parce que vous comprenez, une femme noire, femme de ménage qui est élue, donc que certains considèrent vraiment de manière très méprisante, cette femme a fait 22 mois de grève. Et elle a gagné contre l'hôtel Ibis-Batignolles. Cette femme est une guerrière absolument incroyable qui a une force d'identification pour les gens et qui du coup font que des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, qui ne croyaient plus à la politique, regardent ce que dit Rachel Keke et rentrent dans le combat aussi. De même, Mathilde Ligné, première ouvrière agricole jamais élue à l'Assemblée. Caroline Fiat, première aide-soignante jamais élue, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et je pourrais continuer sur plein de gens. Louis Boyard, quelqu'un qui, à 22 ans, à 21 ans, devient député, mais qui fait des choses extraordinaires. Louis Boyard, il a déjà fait il est élu depuis 9 mois, il a fait une tournée des universités, il a dénoncé le modèle Bolloré, il est venu au Crayon débattre. Voilà. Mais moi, voilà, ça, je suis très fière de montrer dans les faits qu'on peut toutes et tous faire de la politique parce que il est question de notre vie, en fait. Et que surtout, on peut même le faire beaucoup mieux que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Comment expliquer le succès de Marine Le Pen ? Est-ce que les gens qui s'intéressent à elle ne connaissent pas leurs intérêts de classe ? Est-ce qu'ils les connaissent mais ils pensent que c'est elle qui les incarne le mieux ? Ou est-ce qu'ils les connaissent mais s'intéressent à elle en dehors de leurs intérêts de classe ? Vous avez une première réponse qui est que, en tout cas ça c'est mon analyse, la Macronie est entièrement responsable du fait qu'il y ait 88 députés RN. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des duels candidat NUPES, candidat RN, ils ont préféré laisser passer un député du Rassemblement national plutôt que d'avoir un député NUPES supplémentaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut démasquer à chaque moment l'arnaque du Rassemblement national. L'arnaque du Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national et les macronistes votent ensemble contre la hausse du SMIC, ils votent ensemble contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, contre l'interdiction des jets privés, ils votent ensemble contre le gel des loyers, et je pourrais continuer. Et que le Rassemblement national, il se combat. Ce n'est pas en faisant ce que fait Darmanin, et que font beaucoup des macronistes, c'est-à-dire en reprenant les idées de l'extrême droite, en les intégrant, et en disant par-ci par-là que Marine Le Pen est trop molle, qu'il pourrait signer son livre, que Marine Le Pen est plus intelligente que Jean-Luc Mélenchon, ou en disant des choses qui, honnêtement, surfent sur un racisme supposé du peuple de France ou je ne sais quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on combat le Front National, ou le Rassemblement National, comme vous voulez.
On le combat sur des idées. Regardez, qui a déjà dit dans la réforme des retraites que certes les macronistes considéraient les femmes comme des variables d'ajustement budgétaire, puisque c'est sur les femmes qu'on fait les plus grosses économies et qui seront les plus grandes périodes de la réforme des retraites, mais que de l'autre côté, le Rassemblement national considère les femmes juste comme des ventres. Je pense qu'à un moment, ça doit être dit. Quand vous avez Jordan Bardella qui, sur un média, vous explique que la solution aux retraites, c'est des politiques de natalité comme la Hongrie, il faut que les gens comprennent. La Hongrie, ça fait quelques années. C'est nouveau de devoir faire écouter les battements du cœur de l'embryon en Hongrie depuis septembre 2022. Mais en France, on le fait. En Hongrie, pour recourir à l'avortement, vous n'êtes pas obligé d'écouter les battements du cœur de l'embryon. Oui, mais vous l'entendez dans les échos. Non, mais c'est pas pareil. En septembre 2022, a été prévu en Hongrie pour dissuader mais moi, les ça femmes. Ne me choque absolument pas. Oui, ça je le comprends. Mais pour dissuader les femmes du recours à l'avortement, on leur fait écouter les battements du cœur et c'est seulement après qu'elles aient écouté les battements du cœur longuement, alors même qu'elles ont pris la décision du recours à l'avortement, qu'elles peuvent avorter. Voilà le modèle de Jordan Bardella. Voilà le modèle du Rassemblement national. S'attaquer aux droits des femmes, de pouvoir choisir librement et de disposer librement de leur corps pour savoir si elles veulent poursuivre ou non une grossesse. À un moment, il faut dire tout ça. Donc, moi, je le dis, Emmanuel Macron a favorisé sciemment le Rassemblement national parce qu'il savait que seul face à Marine Le Pen, il pouvait regagner les élections présidentielles. Donc, ils les font monter artificiellement, ce que plein d'autres ont fait avant eux. Et en plus de ça, ils ont des personnages dans le gouvernement qui jouent sur ce jeu-là de manière extrêmement dangereuse. Et nous, notre rôle, c'est d'expliquer ce qu'est le Rassemblement national, et 2, de les combattre pied à pied, que ce soit dans les idées ou dans les actions. Moi, je note que dans les endroits où nous faisons des choses, on progresse. Non seulement on progresse en termes de députés, mais on progresse en termes d'idées. Moi, quand j'avais monté les caravanes d'égalité des droits, à la fois sur le côté les droits sociaux, donc information sur les droits sociaux, parce que plein de gens n'ont pas accès à leurs droits, contrairement à un discours qui est dit sur les assistés, enfin à cause du discours des assistés notamment, et sur le fait de s'inscrire sur les listes électorales, sur la question justement de l'abstention, les quartiers populaires où on a été plein de fois, le Rassemblement national régresse. Merci beaucoup. Donc il faut se battre. Merci Mathilde Panot. Merci. On espère que cette interview vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à nous dire ce que ça vous aura inspiré, à la partager à vos proches et à vous abonner à la chaîne parce que c'est d'un soutien précieux. Merci et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.